On enchaîne sur la troisième communication, qui sera présentée par Annan El Bakri de Reims, l'intérêt pronostic de la micro-imagerie infrarouge en cancérologie rénale, unité pilote. Monsieur Bonjour, merci de me permettre de présenter ce travail de Master 2 recherche, donc intérêt pronostic de la microspectroscopie infrarouge en cancérologie rénale dans une étude pilote multicentrique. Donc, rapidement une introduction sur le cancer du rein. Épidémiologiquement parlant, c'est le 6e rang des cancers, 3e cancer urologique, 4000 décès en France le dernier en 2012. 75% histologie, donc plus fréquente, c'est l'adénocarcinome rénal à cellule claire sur lequel on va travailler. Et au niveau du traitement, globalement, sans rentrer dans les détails, nephrectomie partielle ou totale dans les non métastatiques et thérapie ciblée anti-angiogénique récemment développée donc, chez les patients métastatiques. Ce qui va nous intéresser, c'est le pronostic. On sait que la survie chute de 70% pour les patients non métastatiques à 10% si on passe au stade métastatique, avec une évolution qui reste relativement imprévisible. On a vu des patients donc, développer des métastases après l'arrêt de la surveillance. L'évaluation pronostique aujourd'hui, elle est basée sur des critères clinico-biologiques et histologiques, donc plusieurs nomogrammes et modèles. Et puis on a un facteur pronostic indépendant, le plus important histologique, c'est le grade nucléaire de Fuhrman, qui est établi selon l'architecture nucléaire du contingent le plus atypique et selon les travaux du professeur Collange qui parle de 5% d'erreur due à la variabilité d'interprétation sur ce facteur, puisque même si on a une cellule qui est la plus atypique, ben c'est cette cellule-là qui détermine le glisone. Donc aujourd'hui, on a tendance à regrouper le glisone 1, 2 en bas grade et le glisone 3, 4 en haut grade. Donc le rationnel de cette étude, c'était de dire que l'identification de nouveaux marqueurs pronostiques plus fiables et plus objectifs permettrait une meilleure prise en charge de l'adénocarcinome rénal. J'ai pensé à la spectroscopie vibrationnelle parce que ça permet de générer une quantité importante de données. Je vais vous expliquer donc, pour qu'on puisse faire un vrai modèle prédictif. Et ça a été déjà testé par le professeur Bensalat dans ses travaux de thèse à Rennes au niveau diagnostic tumoral rénal. Il y a eu des travaux dans d'autres organes, côlon, peau et cerveau, notamment au niveau de la neurochirurgie. Par exemple, au niveau diagnostic, ils ont développé, il y a certaines équipes qui ont développé des sondes péropératoires pour identifier les marges en spectroscopie. Mais ça, c'était du raman. Actuellement, il n'y a aucune étude pronostique et il y a cette nouvelle technologie de micro-imagerie infrarouge. Donc, qu'est-ce que c'est la micro-imagerie? C'est une technologie, infrarouge, c'est une technologie biophotonique de caractérisation tissulaire qui est basée sur l'absorption infrarouge d'un tissu en fonction de sa composition moléculaire, biomoléculaire. Donc là, par exemple, c'est un groupement CH2 qui a des déformations différentes en fonction de l'énergie du photon. Donc ça permet d'obtenir en fait des informations biochimiques et structurelles basées sur une loi biophysique qui est celle qui relie l'énergie d'un photon à la fréquence par la constante de Planck. On va s'intéresser au domaine infrarouge, au domaine moyen infrarouge précisément. Pourquoi? Parce que, comme on voit ici, donc c'est en fait le domaine qui correspond aux vibrations, au domaine de fréquence de vibration des liaisons covalentes de la majorité des biomolécules et représente donc la région la plus adaptée à l'analyse des tissus biologiques. Donc là, c'est un exemple d'un échantillon, d'un spectre moyen infrarouge, d'un échantillon biologique où on a chaque fréquence qui correspond donc à un composé organique. Ça, on le sait, c'est déjà validé et publié. Et donc l'objectif principal de ce travail était d'établir par microspectroscopie infrarouge une signature spectrale caractéristique permettant de définir un marqueur optique pronostic de l'adénocarcinome rénal à cellule claire. Donc pour cela, en matériel et méthode, on a fait une étude cas témoins multicentrique entre le CHU de Reims, l'hôpital Tenon et l'Institut Jean Bodino de cancérologie sur 100 patients répartis en deux groupes. Ils ont tous, en critères de sélection, tous ayant eu l'adénocarcinome à cellule claire, donc le sous-type histologique le plus fréquent. Ils ont tous eu une nephrectomie totale élargie, tous marge saine, et initialement ils ont tous été non métastatiques, avec minimum 50 de suivi, et on les a répartis en deux groupes, cas métastatiques donc au cours de l'évolution, 50 patients à la main au cours du suivi, et on est tombé sans faire exprès sur 50 patients. À la fin, on a exclu 2 patients qui n'avaient pas de sumitinib pour inclure 2 autres patients, mais en tout cas, on avait 50 patients qui ont eu tous une première ligne de thérapie ciblée par sumitinib. Ça va pas nous intéresser dans ce travail, mais plus dans les perspectives. Et puis le groupe contrôle non métastatique, 50 patients, toujours M0 après 5 ans de suivi. Donc cette étape de sélection, je l'ai faite en 2015, avant le début de mon master, sur une base de données que j'ai construite entre Paris et Reims sur 2000 patients. Préparation des échantillons. Donc là, j'ai mes patients. J'ai récupéré les lames histologiques, les blocs anapathes correspondant aux patients. Et sur chaque lame, on a repéré les spots d'intérêt donc sur tous les échantillons biologiques. On a pris des zones tumorales, des zones saines et des zones de jonction. Pourquoi saines et jonction? Parce qu'on voulait s'intéresser aussi
surtout dans les perspectives au micro-environnement tumoral. On a doublé par sécurité pour limiter les pertes de spot parce qu'on sait qu'au niveau des TMA, on va avoir des pertes. Voici ce que ça donne. Et on a fait donc une double relecture en aveugle du score de Furman par 2 uropathologistes confirmés. On a fabriqué à partir de là 13 TMA, donc le tissu microarray, c'est une technique d'échantillonnage semi-automatique qui utilise cet appareil qui s'appelle Minicore. C'est un prélèvement de zones d'intérêt, donc les spots qu'on a déjà repérés, des blocs donneurs vers un bloc receveur à l'aide d'une aiguille dirigée dans l'espace par l'ordinateur, qui va cartographier donc le bloc receveur et qui permet donc de cibler des régions d'intérêt et surtout de regrouper cette quantité importante de données. Donc toujours dans la préparation des échantillons, on réalise des coupes à partir du bloc donc de 10 microns, une coupe sur une lame CAF2 et 3 coupes pour des analyses histologiques conventionnelles. L'intérêt du support CAF2 est qu'il n'absorbe pas dans le moyen infrarouge. Et les coupes HES vont permettre en fait l'identification des structures histologiques plus tard. C'est important parce qu'on va comparer justement les images qu'on va obtenir à ces coupes histologiques. Donc voilà le bloc de TMA, la lame de TMA et puis la cartographie qui correspond à nos patients et au type de spot. Donc ensuite on introduit la lame dans le spectromètre et on va effectuer un balayage photographique de la lame de TMA, on positionne les marqueurs sur les spots cibles et on analyse par micro-imagerie infrarouge avec des paramètres optiques bien précis pour l'acquisition spectrale. Donc là c'était pour vous montrer ce que c'est l'imagerie spectrale. Donc on va en fait envoyer un photon sur un pixel, la taille du pixel utilisée est 25 x 25 micromètres carrés. Et donc une image, en fait, elle va donner en moyenne une dizaine de milliers de spectres par image. Et c'est à partir de là, c'est ça le modèle qu'on a imaginé, c'est à partir de chaque image, on va obtenir ce qu'on appelle un data cube, qui représente un modèle de big data. Donc on part d'un patient pour obtenir à peu près 10 000 données tumorales sur un échantillon. Donc à partir de là, on a donc beaucoup de données qu'il va falloir pré-traiter et traiter dans une analyse de big data. Donc on a fait une phase de pré-traitement avec correction atmosphérique des contributions des contaminants, parce qu'il y a vapeur d'eau et CO2 qui peut influencer pour chaque image spectrale. On a appliqué un protocole qui est déjà validé, un protocole informatique, bioinformatique, donc qui s'appelle le MSC, qui corrige les lignes de base qui sont initialement différentes entre les spectres, et qui permet de réaliser un déparaffinage numérique et supprimer ce qu'on appelle les outliers, donc ce sont les données aberrantes. Donc, pour vous montrer le déparaffinage numérique, donc c'est basé sur du machine learning effectué sur les lames. Donc on va en fait neutraliser la paraffine par un MSC qui va éliminer les bruits. Et ensuite on passe à la phase de traitement par data mining. Donc on va, comme j'ai dit, donc on a 10 millions de spectres, 10 000 de spectres en moyenne par image, par spot, et donc on a eu environ 4 millions de données à analyser. Donc on avait besoin d'une classification statistique multivariée, sachant les différences très fines entre les spectres. Donc on a choisi une classification non supervisée par Camins, qui est une des méthodes de clustering en big data, mais on aurait pu en choisir d'autres. C'est quoi le Camins? Ça permet un recoupement spectral qui permet donc d'estimer une partition composée de K classes auxquelles l'algorithme attribue aléatoirement des couleurs. Et à l'aide de la comparaison, comme je vous disais, Camins HES, on va corréler chaque couleur à une structure histologique après relecture à la patte. Et puis enfin, on a fait une étude statistique de comparaison entre les deux groupes. Voici donc le Camins clustering qui est basé sur de l'intelligence artificielle. Là, je vous ai mis un exemple sur 100 points, mais nous, on avait 4 millions de points. Donc on fait un choix aléatoire des 3 centres de classe. On calcule les distances spectrales entre les points et chaque centre de classe. On affecte ensuite chaque point à la classe dont le centre est le plus proche. Puis on recalcule les nouveaux centres de classe, et ainsi de suite, on répète des étapes 2, 3, 4 jusqu'à la convergence. Donc finalement, pour résumer, donc on a cette image spectrale brute sur laquelle on applique pré-traitement-traitement, le MSC Camins. On obtient une image Camins avec une partition optimale, on la compare à l'image HES, et on va obtenir deux images intéressantes qui sont le centroïde et le dendrogramme. Le centroïde, c'est la signature biomoléculaire, et là, en fait, on a constaté rapidement une différence à ce niveau-là, qu'on va analyser après, puis le dendrogramme qui nous permet aussi d'analyser les clusters avec leur pourcentage. Les résultats, donc la cohorte était intéressante. On a fait un appareillement sur le Furman et le stade tumoral qui sont des facteurs confondants au niveau pronostic rénal. Et puis on avait quand même une cohorte, comme je disais, avec des critères de sélection assez stricts. Les résultats, donc sélection des échantillons, on avait 400 points à repérer. On a perdu 32 spots toujours malgré la doublure au niveau de la création des TMA. Finalement, après contrôle qualité, on a obtenu 337 images.
Donc pour les résultats, deux résultats intéressants. Premier résultat, donc on compare justement en tentant d'identifier les structures histologiques à attribuer. On a vu donc cette partition du UCAS, mais on a refait quand même, c'est-à-dire on ne fait pas confiance forcément à l'algorithme, mais on a refait nous l'analyse sur chaque cluster. Et donc en comparant les résultats entre métastatique et non métastatique, on voit qu'il y a un cluster qui sort de manière significative. En fait, il y a trois clusters qui correspondent à la zone tumorale, mais il y a le cluster qui est numéro 4, qui est turquoise, qu'on retrouve dans l'ensemble des images métastatiques et qu'on ne retrouve pas dans les images non métastatiques. Et finalement, en analyse statistique, en fait, ce cluster est sur significatif avec un autre ratio à 2,3, un intervalle de confiance significatif. Deuxième résultat important, c'est le cluster 2 bleu qui correspond aussi à une composante inflammatoire en analyse histologique et qu'on retrouve chez les patients non métastatiques et pas dans l'ensemble des patients métastatiques avec un autre ratio protecteur. La discussion, donc on peut, je zappe, donc on peut la faire pendant notre échange. Je conclus surtout sur donc l'introduction de ce nouveau concept avec notre étude qui démontre le potentiel pronostic de la microimagerie infrarouge dans un premier modèle de big data spectral créé en cancérologie rénale. On identifie donc par un algorithme prédictif deux marqueurs spectropronostiques statistiquement significatifs, mais attention, à ce stade, bien sûr, pas encore utilisable en pratique clinique. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire une validation interne et externe qu'on n'a pas eu le temps de faire sur une année de Master 2, et surtout, il va falloir faire une classification supervisée sur du Big Data et pas uniquement une classification non supervisée. Et donc ce travail ouvre la voie à beaucoup de perspectives dans le cadre de la médecine prédictive et de l'histopathologie spectrale en introduisant le concept qu'on a appelé marqueur optique pronostique. Merci de votre attention. Merci M. Bacquet pour cette communication très innovante. Quelqu'un veut prendre la parole? Oui, non, c'est passionnant et c'est simplement un titre d'information pour dire que au niveau de l'Académie de médecine, il y a il y a deux groupes qui se sont créés sur les big data, et notamment un sur big data et cancer, dont s'occupe Bernard Rodlinger. Et c'est un très bon exemple de ce que peut nécessiter les traitements mathématiques des données, parce que là, brutalement, on se retrouve avec 4 millions de données à traiter, il faut d'autres outils. Donc, je te donnerai les coordonnées. Oui, donc bravo, c'est un sujet du travail très complexe, vous l'avez bien exprimé, ce qui n'est pas forcément facile, je pense que vous l'avez compris en plus. Là, on rentre dans une espèce d'automatisation des diagnostics, et en particulier, on va remplacer probablement l'anatomopathologiste par des traitements de ce type au niveau des biopsies. En fait, l'anatomopathologiste, c'est pour ça que les travaux d'ailleurs du professeur Bensala se sont arrêtés. Il a fait sa thèse et il s'est arrêté parce qu'au niveau diagnostic, on a atteint une sensibilité avec ces technologies-là à 95%, or l'anapath fait 99-100%, donc en diagnostic, c'était pas intéressant. Par contre, l'anatomopathologiste ne peut pas voir au niveau moléculaire, il ne peut pas prédire le pronostic. Et c'est là l'intérêt justement de créer des modèles de big data sur lesquels on peut faire de la vraie médecine prédictive. Aujourd'hui, on n'a pas assez de données en cancérologie rénale, en tout cas dans les études. Donc on a essayé d'imaginer un modèle qui permet de multiplier les données sur un petit échantillon de malades. Mais c'est l'avenir, hein, c'est pas pour rien que les grands groupes, en tout cas Google, etc., travaillent et investissent énormément sur ce genre de choses. Une question encore? Oui. François Bacquet. Oui, bravo, c'est super. Mais vous avez terminé comme si vous étiez bloqué pour la validation externe. Au contraire, maintenant ça s'ouvre. Non? Qu'est-ce qui vous retient là? Là, ce qui m'a retenu, c'était l'année de Master 2, en fait. La méthodologie était assez prenante, donc j'ai fini la préparation des données en août, il fallait rendre les résultats en septembre, donc on a fait interprétation rapide, mais là je poursuis en thèse de sciences, et ma thèse de sciences c'est du deep learning en cancérologie rénale, donc c'est l'intégration de l'ensemble de ces algorithmes pour produire un modèle efficace. Donc il y a de la validation interne, bien sûr, qui est possible avec un jeu de données assez important. Donc en entraînement, en fait, sur le big data, il faut entraînement, test et validation. Et puis ensuite, validation externe d'un modèle pronostic comme d'habitude pour essayer de le valider comme le modèle MSKCC ou le RAS. Vous avez déjà envisagé la validation externe, exactement, en regroupant, en appelant vos collègues d'autres villes? Oui, là je pars sur une thèse de sciences de 5 ans en parallèle de mon internat, en parallèle de la chirurgie, donc tout est prévu. Très bien, bravo. Encore une dernière question.
Merci. Très belle présentation, effectivement, et très bien présentée. Quelle est la relation avec les biomarqueurs les génétiques que l'on peut avoir? Je ne suis pas urologue, hein, mais Oui, alors justement, je travaille beaucoup là-dessus et je voulais savoir quelle peut être la correspondance que nous aurons avec un tel modèle en neurochirurgie ou en neuropathologie. J'ai pas eu le temps d'en parler, mais dans les perspectives, en fait, c'est pour ça au début aussi on a pris des coupes, pas une coupe HES pour l'analyse, mais on a pris aussi des coupes pour d'autres analyses histologiques. Donc on a prévu de faire là, sur les 5 ans qui viennent des analyses sur le PD1, PDL1, des analyses de KI67 et de la molécule PAR3 qui sont très intéressants au niveau pronostic. Et après, donc, quand on aura élaboré le modèle, il faudra comparer à ces molécules-là pour avoir encore plus de pertinence et de force. Et je pense que là, l'intérêt, il est très clair. Une chose aussi très importante que je n'ai pas dit, c'est qu'au niveau de la signature biomoléculaire, donc on a vu, à un moment donné, je vous ai montré, il y a une différence spectrale assez nette sur les signatures. Et en fait, quand on regarde la littérature scientifique, ça correspond à de l'ADN tumoral. Donc on peut émettre l'hypothèse que les différences entre métastase et non-métastase se passent au niveau des acides nucléiques, se passent au niveau du noyau. Et ça, on ne peut le voir qu'avec des techniques comme ça. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais applaudir.